Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux au nom de la petite équipe qui a monté ce cycle à la demande du conseil pastoral, plus près encore, voilà, à la demande du conseil pastoral et encouragé par Antoine Daudeville, notre curé, de nous retrouver ce soir. Heureux de nous retrouver avec Édouard Durand, que je présenterai un tout petit peu plus tard, pour notre deuxième séance dans ce cycle. Comprendre, agir, prévenir, pour tirer à notre hauteur, à hauteur de notre paroisse, de nos familles, de nos maisons, les conséquences, les actions, les idées à promouvoir, à entretenir pour une église sûre, une paroisse sûre et une vie plus sûre pour nous-mêmes et pour nos enfants. Alors, la précédente conférence, pour ceux qui étaient là, ça va être une redite. Pour ceux qui n'étaient pas, je le dis simplement. Là, c'est bon le son. Donc, nous avions Céline Oyo, une journaliste de La Croix, qui a écrit La trahison des pères. Je cite les ouvrages parce qu'ils sont en vente à la sortie. Pardon ? Et je les ai là, en plus, oui. Et puis, nous avions Philippe Lefebvre, un dominicain, qui a écrit ce livre « Comment tuer Jésus ». Voilà, donc précédente séance, au cours de laquelle nous avons inauguré un schéma qui sera aussi le schéma de la séance de ce soir. Édouard s'exprimera, et ensuite nous aurons une dizaine de minutes pour inscrire, alors j'ai déjà oublié le code couleur, mais sur les post-it verts, si je ne me trompe pas, ce que nous pensons qu'il faut faire, merci pour les souffleurs, et sur les post-it roses, ce que nous retenons. Voilà. L'idée de ces post-it, c'est d'accumuler de l'information et de la conserver précieusement pour notre toute dernière séance de l'année, au mois de juin, pour voir ce qu'ensemble, nous aurons compris, et ce qu'ensemble nous envisageons en termes d'action, de prévention pour notre paroisse et pour nous-mêmes. Voilà, vous avez eu normalement, alors je ne sais pas s'il y en avait assez parce qu'on est peut-être un peu plus nombreux, mais si, il y en a assez, vous avez eu sur cette feuille un résumé des post-it de la précédente séance. Voilà, ça vous donne l'idée, et encore une fois, on va collectionner ces informations d'une fois sur l'autre pour progresser et essayer de déterminer pour nous-mêmes, pour notre paroisse, comment nous voulons avancer. Voilà, c'est le principe. Et pour terminer la structure de notre échange de ce soir, donc intervention d'Édouard Durand, 10 minutes pour les post-it. On prend les post-it, ce n'est pas un sujet de débat tout de suite, hein, c'est vraiment pour stocker l'information. Et ensuite, jeu de questions-réponses avec Édouard Durand. Voilà. Alors donc merci à Édouard d'être là, parce que ce matin il était sur France Inter avec Léa Salamé, tout à l'heure sur une chaîne de télévision, parce que l'actualité est forte. Hier, c'était le jour où on célèbre la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette semaine, c'est une semaine où on parle des violences, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, deux sujets sur lesquels Édouard Durand, en tant que juge pour enfants, et aujourd'hui dans sa fonction de coprésident de la Civise, a beaucoup à dire, a beaucoup fait déjà, et a beaucoup à nous transmettre. D'une certaine manière, avec Édouard Durand, aujourd'hui, on va sortir de l'Église. Parce que nous avons vu des phénomènes d'emprise à l'intérieur des communautés nouvelles, nous avons vu ce qui se passe quand la parole ne circule pas dans une église qui est pourtant fondée sur la parole. Et là, nous allons beaucoup plus largement sortir de l'église et rentrer dans les familles et partout où un certain nombre d'enfants, et malheureusement un grand nombre d'enfants, sont en risque, sont maltraités ou victimes de violences encore plus graves. Ce qui est important, je trouve, ce soir, c'est que nous puissions avancer dans la compréhension d'un certain nombre de mécanismes. Et je sais que tu insistes beaucoup là-dessus. Voilà, avoir quelques idées de mécanismes et donc de modèles d'interprétation de ce qui se passe, ce qui est en jeu quand un phénomène de violence surgit à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une communauté, quelle qu'elle soit, et pourquoi on arrive à ces situations détestables parmi toutes, et pourtant aussi fréquentes.
je l'ai dit, il y a eu la SIAZ. Et après la SIAZ, il faut quand même reconnaître à l'Église d'avoir été précurseur en France d'un mouvement qui cherche à faire le point, à dire les choses. Et donc, il y a eu une décision gouvernementale de mettre en place cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, que tu co-présides depuis le début de l'année 2020. Donc, bientôt 3 ans. Dans ton dernier livre, alors le dernier livre d'Édouard Durand, Défendre les enfants, est aussi en vente à la sortie. Donc vous voyez, je fais l'article, mais je ne touche rien malheureusement sur ces vents. Oui, c'est comme ça. Dans ton dernier livre, tu écris « Nommer est la vocation de l'être humain sur la Terre. Nommer, c'est discriminer, et juger, c'est nommer. Il faut nommer, sinon tout est flou, confus. La nuance, la complexité sont des bonnes planques pour ne pas le faire et ne pas faire face à la violence des faits. » Voilà. Alors je pense que après 16 000 témoignages, il va être intéressant pour nous de savoir comment la Civise nomme ces phénomènes de violence faites aux enfants. Et puis, qu'est-ce qu'elle commence à recommander? Parce que la Civise a publié déjà un certain nombre d'avis, donc qu'est-ce qu'elle recommande? Qu'est-ce qu'elle dit sur la manière dont il convient d'agir? Alors bien sûr, il y a les pouvoirs publics, mais il y a aussi, puisque c'est la question que nous nous posons, que faire à notre hauteur, à notre niveau? Comment prévenir? En quoi sommes-nous concernés? Est-ce une affaire ailleurs dont nous entendons parler, ou avons-nous quelque chose à dire, quelque chose à faire? Voilà peut-être les questions que nous serions heureux de débattre avec toi. Et en tout cas, il y aura toute cette partie pour poser plus de questions si nécessaire. Édouard, je te passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Nicolas, de ton accueil et de ces mots de présentation. Merci de m'accueillir dans cette paroisse et dans votre groupe de réflexion. C'est assez impressionnant de voir que vous êtes si nombreux ce soir, malgré l'heure, pour réfléchir à des problèmes qui bien sûr nous concernent tous, mais qui mettent dans nos têtes des images de viols d'enfants, de scènes de torture. Et la raison pour laquelle finalement nous protégeons très mal les victimes de viols ou les victimes de violences conjugales, c'est que nous ne voulons pas mettre dans nos têtes les images que les mots génèrent. Et merci Nicolas d'avoir rappelé ces quelques mots sur la vocation de nommer le réel. Alors, Nicolas l'a dit, moi je suis juge des enfants. Je suis juge des enfants depuis 18 ans maintenant. J'ai passé le concours de l'école de la magistrature pour être juge des enfants. Et je voulais être juge des enfants pour être gentil. Je ne voulais pas mettre les enfants en prison, je voulais les sortir de prison. Je ne voulais pas placer les enfants dans des familles d'accueil, je voulais les rendre à leurs parents. Et je voulais que les gens me disent que je suis gentil. Et effectivement, progressivement, j'ai compris que pour assumer ma tâche et faire respecter la loi, il fallait que je génère de la souffrance. Que je mette les enfants en prison, que je place des enfants. Il y a une femme qui est venue dans mon bureau quand j'étais juge des enfants à Marseille, une jeune mère de famille, qui est venue dans mon bureau avec son bébé dans son landau, et puis elle est repartie dans la rue avec son landau vide, parce que j'avais pris son bébé, pour qu'il soit élevé ailleurs. J'étais juge aux affaires familiales aussi, et professeur à l'École nationale de la magistrature. Et assez vite, dans l'exercice de mes fonctions de juge pénal,
dans les cours d'assises, dans les tribunaux correctionnels, de juge aux affaires familiales et de juge des enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité qui était extrêmement présente. Et cette réalité, ce sont les violences conjugales. Et les pères me disaient oui, bon, d'accord, je suis violent avec ma femme. Ils me disaient, mais en quoi ça vous regarde? Et en quoi ça concerne les enfants? Et j'ai compris que j'étais obligé de réinterpréter toute ma pratique juridictionnelle, toute ma manière de rendre la justice pour être du côté de la loi et pas du côté de l'agresseur. Et ça m'a fait réfléchir à ce que nous appelons la violence, aux mécanismes de la violence, et notamment ce que j'appelle les violences de la maison, les violences de l'intime. Et donc aussi à m'occuper des enfants violés. Et les enfants violés, c'est à la fois sans doute les audiences dont je suis le plus fier et mes plus grands échecs humains. Et ça m'a conduit à écrire, à prendre la parole, parce que mes collègues n'étaient pas d'accord avec moi. Ils me disaient, tu vois de la violence partout. J'ai dit oui. Oui, c'est comme ça, il y a de la violence partout. La moitié des enfants délinquants sont des enfants qui sont victimes de violences conjugales. Les jeunes filles qui sont victimes du système prostitutionnel, vous savez sans doute que les foyers de la protection de l'enfance sont des lieux de recrutement des proxénètes, enfin par les proxénètes, parce qu'ils vont chercher des jeunes filles vulnérables. 80% d'entre elles ont été victimes de violences, et notamment de violences sexuelles, avant d'être captées par le système prostitutionnel. À Bobigny, je m'occupais d'une petite fille, elle avait 16 ans. Elle disait, mais quand j'étais violée dans une cave par 15 garçons, ça vous faisait rien? Et quand je descends de mon immeuble, je les croise dans la rue, ils sont dans la rue. Et là, je vends mon corps et tout d'un coup, c'est un problème. Alors il a fallu que je réexamine toutes les décisions que j'avais rendues. Et tout mon rapport personnel, de mon histoire d'enfant, de mon histoire d'adulte aussi, à ce qu'on appelle une famille et à ce qu'on appelle l'autorité parentale. On n'arrête pas de dire aux parents, il faut faire preuve d'autorité, vous ne faites pas assez preuve d'autorité. Et en fait, nous savons très mal ce que c'est l'autorité, parce que c'est quelque chose qui existe depuis 70 ans. Pendant des millénaires, il y a eu un régime juridique qui s'appelait la puissance maritale et paternelle. Et il y a une différence entre la puissance et l'autorité. C'est que l'autorité exclut le recours à la violence. C'est Hannah Arendt qui dit ça dans la crise de la culture. Quand il y a de la violence, il n'y a pas d'autorité. Quand il y a de l'autorité, il n'y a pas de violence. Et du coup, ça m'a amené à avoir des positionnements assez clairs, assez tranchés, pour essayer d'être le plus possible du côté de la protection. Et du coup, pour moi, c'est de vous voir tous, c'est extrêmement important d'imaginer, d'une part, que vous connaissez nécessairement dans votre travail, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre environnement social, des personnes qui sont victimes de violences conjugales, des personnes qui sont ou qui ont été victimes de violences sexuelles. Alors,
sur la Civis, si je peux me permettre de vous présenter un instant la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous m'entendez bien? Et vous êtes avec moi? Je peux continuer? Donc, qui a été créée en août 2020, Adrien Taquet, vous vous en souvenez peut-être, pendant l'été, avait dit je veux créer une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et l'exemple, c'est la SIAZ, explicitement. Il avait dit aussi il y a des personnes qui n'ont jamais la parole. Et il faut trouver les moyens de leur donner la parole. Et il pensait tout particulièrement aux enfants handicapés et aux enfants handicapés non-verbaux. Et d'ailleurs, il m'avait dit il faut que vous trouviez le moyen. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut trouver le moyen de leur donner la parole. Si vous avez le moyen, je suis preneur. Mais on a quand même quelques pistes. Et puis il y a eu la publication du livre de Camille Kouchner, qui a provoqué un choc dans la société. Et c'est très bien, parce que la société s'est dit enfin que c'était une réalité insupportable. Et donc, ça a changé un peu le fonctionnement, le projet, et c'est à ce moment-là que moi j'ai été nommé pour coprésider cette commission. Moi, je suis juge des enfants, comme je viens de le dire, et depuis 20 ans, j'écoute des enfants victimes de violences. Et depuis 2 ans à la Civis, je suis chargé d'écouter des personnes adultes. Le 21 septembre 2021, on a lancé un appel à témoignages. 1 an plus tard, on avait reçu 18 650 témoignages. Alors c'est énorme, 18 650 témoignages. C'est un mouvement social, politique même, absolument considérable. Mais la commission présidée par Jean-Marc Sauvé a montré qu'il y a 5,5 millions d'hommes et femmes adultes dans notre pays qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Rapporté à 5,5 millions, 18 650, c'est peu. « 3,9 millions de femmes, 1,5 million d'hommes. Dans la majorité des cas, c'est l'inceste. Dans 95%, plus de 95% des cas, c'est un homme, l'agresseur. Les violences sexuelles sont des violences sexuées. Je ne dis pas que tous les hommes sont des agresseurs. Je dis que la quasi-totalité des agresseurs sont des hommes. C'est toujours un homme de confiance. C'est toujours un homme que la petite fille ou le petit garçon regarde comme ça, en disant « Toi, je peux te faire confiance ». Et donc le viol, c'est toujours une trahison. Une trahison de la confiance de l'enfant. Une trahison du besoin de sécurité de l'enfant et du besoin de sécurité affective de l'enfant. L'enfant, il demande ça, et l'agresseur, il répond ça par le passage à l'acte sexuel. L'agresseur, c'est le beau-père, quand la mère a un compagnon, le père, l'oncle, le frère ou le demi-frère, et le cousin, principalement. Mais ça peut être aussi hors de la maison. Par exemple, dans les foyers de protection de l'enfance, dans les établissements d'accueil des enfants handicapés. Parce qu'un enfant handicapé a un risque de subir des violences sexuelles 2,9 fois plus élevé qu'un autre enfant. Parce qu'il est plus vulnérable encore.
dans notre appel à témoignage, on a vu que l'âge moyen, les personnes qui témoignent, elles ont 44 ans en moyenne. Mais évidemment, on reçoit des personnes qui sont beaucoup, beaucoup plus âgées, jusqu'à 85 ans. Parfois qui parlent pour la première fois. Parfois qui disent, moi, vous allez penser que c'est pas grave. Moi, c'était pas un viol, c'était une agression sexuelle. Pour vous, c'est sûrement pas grave. L'âge moyen des premières violences, c'est 7 ans pour les filles, 8 ans pour les garçons. Mais ça peut être beaucoup plus jeune. Ça peut être au retour de la maternité. Et il y a 160 millions d'enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles en France. Alors je pense que vous êtes sûrement capable de faire le calcul par jour et par heure. 160 000 enfants. Mais ils sont où ces enfants? Ils ne sont pas dans les tribunaux. Ils ne sont pas vraiment dans les maisons d'enfants de la protection de l'enfance. Ils y sont bien sûr, mais on ne les voit pas. Ils sont invisibles. Ils passent sous nos yeux et on leur parle d'autre chose que des violences sexuelles qu'ils subissent. Parce qu'il y a à peu près 1000 condamnations par an. Et moi, je peux vous dire une chose. Un adolescent qui vole un téléphone portable, je ne dis pas que c'est bien, hein, il court un risque pénal beaucoup plus élevé qu'un adulte qui viole un enfant. Parce qu'il y a moins de 7% des plaintes qui donnent lieu à des condamnations. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est que on dit aux victimes, mais il faut parler. Aux femmes victimes de violences conjugales, on leur dit, mais il faut partir, il faut parler. Aux enfants victimes de violences sexuelles et aux adultes d'ailleurs, on dit, mais il faut parler. Mais on ne vous croira pas. Parce qu'on ne veut pas entendre parler de ça. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de l'émission des dossiers de l'écran dans les années 80, où il y avait une dame qui venait présenter un livre, Le viol du silence, Eva Thomas, une des premières femmes, sinon la première femme, qui a parlé de l'inceste. À la télévision, le soir, on pouvait quasiment lui rire au nez. Il y a des gens qui téléphonaient pour dire « moi je couchais avec ma fille, quel est le problème ?» Il y a un médecin sur le plateau qui disait « oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des violences incestueuses, enfin dans la plupart des cas d'inceste, il n'y a pas de violence. » Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Moi je reçois des personnes qui me disent « mais le pire de tout, c'est qu'il ne me frappait pas. » Parce que c'est pas comme ça forcément que ça se passe. Oui, bien sûr, il y a de la violence. Il y a une violence par l'acte lui-même, qui est une destruction de l'être. En réalité, comme une consommation de la personne par l'appropriation du corps. C'est toujours ça la violence, quelle que soit la violence. Et du coup, depuis 2 ans que j'écoute ces personnes adultes, il y a une question qui me taraude. Je me dis, mais Édouard, est-ce que quand tu recevais ces enfants dans les tribunaux pour enfants, je sais que je suis protecteur, je sais que je suis empathique, mais je me demande si j'étais capable de me représenter la terreur extrême
des enfants quand ils étaient des enfants devant leur juge. Je sais que j'ai pris des bons jugements, je sais que j'ai pris des mauvais jugements. Je sais qu'il y a des jugements, il y a des enfants que j'ai vus dans mon bureau, le visage tuméfié, et qui me regardaient. Et en fait, dans leurs yeux, je voyais qu'ils me disaient « Mais toi, je croyais que tu étais là pour me protéger. » Parce que ce que nous disent ces personnes, là, ces adultes, sont des choses qui sont que l'humain ne veut pas entendre, ça c'est sûr, mais qui sont de l'ordre de l'insoutenable. Je vous dis quelques situations, parce que c'est comme ça, c'est la réalité, mais pas du tout pour vous choquer ou vous indisposer. Mais il y a une personne qui me racontait que quand elle n'était pas à l'école, ce qui veut dire qu'elle allait à l'école, quand elle n'était pas à l'école, elle était enfermée dans une cabane. Une petite cabane, un petit abri pour la pelle et le râteau dans le jardin. Qu'elle savait s'il faisait jour ou s'il faisait nuit par les stries de la plaque d'aération. Et qu'elle n'était sortie de la cabane que pour être violée par son père. Mais elle allait à l'école. Peut-être qu'elle allait voir le juge aussi. Et une autre dame qui m'a raconté que sa mère a fait une dépression après sa naissance, donc c'est son père qui s'occupait d'elle. Et très rapidement, son père l'a violée. Après, il l'a donnée à son oncle. Et après, son oncle l'a donnée au notable du coin. On allait la chercher à l'école. On l'emmenait dans une maison où il y avait d'autres enfants. Les enfants n'avaient pas le droit de se parler entre eux. Et puis il y a les adultes qui venaient pour violer les enfants. Puis un jour, la personne qui était chargée d'aller la chercher à l'école et de l'emmener dans la maison de l'horreur, ne l'a pas emmenée dans la maison de l'horreur. Il l'a emmenée chez lui. Et le lendemain, on l'a retrouvé mort. Vous voyez, c'est ça. La réalité, c'est ça. Et l'autre aspect de la réalité, c'est que ces souffrances-là dans l'enfance ne sont jamais un souvenir. Et pour moi, ça c'est extrêmement marquant. Ce n'est pas un souvenir. Ce n'est pas quelque chose à quoi on pense, à un mauvais souvenir. C'est ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. C'est toujours contemporain. Par exemple, sur les violences conjugales, il y a un pédopsychiatre dont je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler parce qu'il prend des positions publiques assez claires, qui est le docteur Maurice Berger, un spécialiste de la délinquance des enfants. Il dit les scènes de violence conjugale ont d'autant plus d'impact que l'enfant est petit. Parce qu'avant l'acquisition du langage, il n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et la scène est intériorisée à l'état brut, sous la forme de cris, de sons, de gestes, de regards, qui peuvent ressurgir telles quelles, dans des circonstances qui rappellent le passé. Vous avez un petit garçon qui est en train de faire des lignes d'écriture, la langue entre les dents, dans la salle de classe. Et tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, il balance tout. Il pousse sa petite camarade de classe assise à côté de lui. On dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Et que la scène de violence redevient présente. Il y a des enfants qui n'ont pas acquis le langage et qui peuvent, après 4-5 ans, ils vont insulter leur mère avec les mots de l'agresseur. Ils sont dans le berceau
et ils vont cracher sur leur mère une fois qu'ils marchent, comme le fait l'agresseur. Ça s'appelle la mémoire traumatique. Moi, il y a un petit garçon qui avait à peu près 5 ans, quand j'étais juge des enfants, qui était victime de violences conjugales et qui m'a beaucoup marqué. Il était, vous voyez, vous imaginez un petit garçon qui est comme s'il était déçu par lui-même, comme s'il était fatigué par lui-même. Il me disait, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars même quand je dors pas. Ça va là? Donc c'est important d'avoir ça présent à l'esprit. Parce qu'on a quand même une tendance à mettre à distance de nous cette réalité. Je ne veux pas du tout vous choquer, et j'espère que je ne vous choque pas du tout. C'est réellement pas mon intention. Moi, je suis juge depuis 20 ans, et il y a une chose que je sais. La plus grande inégalité entre les êtres humains, c'est celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de sécurité et les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de danger et de confrontation à la mort. Moi, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi et je serai en sécurité. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on pense que c'est du privé, que ça ne nous regarde pas. Mais ça n'est pas que du privé. La maison, ça n'est pas que du privé. C'est du privé, bien sûr. C'est éminemment du privé. Et je sais ce qu'est la démocratie. Mais dans la maison, doit quand même régner la loi commune. Et il y a, Nicolas a bien voulu le redire, ce que j'appelle les bonnes planques. Les bonnes planques, c'est toutes les raisons qu'on se donne pour rester spectateur de la violence, pour ne pas agir, pour dire que ça ne nous regarde pas. Par exemple, dans mon univers professionnel, l'autorité judiciaire, les bonnes planques sont d'abord les grands principes. Peut-être que vous allez m'interroger sur les grands principes. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Qu'est-ce que vous faites du principe d'impartialité? Qu'est-ce que vous faites du principe de la charge de la preuve? Et je répondrai à ces questions. Mais la présomption d'innocence n'a pas été pensée par les humains pour que des violeurs d'enfants se promènent dans les rues. C'est pas vrai. Donc c'est que nous la mettons mal en œuvre. C'est pas normal qu'il y ait 73% de classement sans suite. Il y a d'autres bonnes planques. La complexité, oui, pour ne pas nommer le réel. Faire la confusion entre le conflit et la violence. Il y a un écrivain qui raconte dans un de ses livres, il écrit son journal, et il raconte une scène de ménage dans sa vie de couple. Et il réfléchit et il dit, en fait je me rends compte, dans la dispute de couple, il y a toujours une représentation de la rupture. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est assez fin et juste. C'est vrai, il y a une représentation, j'en peux plus. Je peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. Dans la violence, il n'y a pas une représentation de la rupture. Je crois qu'il y a une représentation de la mort. Dans le conflit, on dit mais je m'en vais. Dans la violence, on dit il va me tuer. Je vais te tuer. L'enfant se dit il va la tuer. Et ce n'est pas la même chose de vivre tous les jours dans la confrontation à la mort.
Et je m'en voudrais de ne pas vous dire, à vous, ici, il y a une bonne planque aussi, qui s'appelle le pardon. C'est facile de dire à un enfant violé, et un pédopsychiatre qui avait écrit ça dans un grand journal, à propos d'un procès d'assises, d'un père incestueux. C'est son père, il faudra bien qu'elle lui pardonne. Moi, j'appelle ça une bonne planque. C'est facile à dire. Quand vous avez perdu 10 ans d'espérance de vie, quand la violence s'immisce dans toutes les sphères de la vie, jusque les plus intimes. Le pardon, c'est une bonne planque quand c'est une complicité avec l'agresseur. Et on a toujours tendance à être un peu complice avec l'agresseur. Moi, je le sais bien comme juge. Je peux vous dire que tenir une audience, si vous faites alliance avec l'agresseur, l'audience se passe très bien. Si vous dites « mais je ne peux pas faire alliance avec l'agresseur », l'audience ne se passe pas bien du tout. C'est la seule fois où il m'est arrivé de tomber de mon siège. Quand j'étais professeur à l'École nationale de la magistrature, je disais aux futurs magistrats, la société attend de vous une chose, une seule, que vous teniez sur votre siège de juge. Et ben moi je suis tombé en audience de mon siège. Par terre, je me suis retrouvé par terre. Et c'était devant un agresseur. Et je suis sûr que lui, et que sa femme et leurs enfants, ils se sont dit, il ne fait pas le poids. Il ne tient pas. Alors comment tenir? Et puis, puisque c'est aussi ce que Nicolas Truel m'avait demandé, et puis le groupe qui organise cette soirée, comment essayer de dégager des pistes. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Parce qu'il y a... Ah oui, tu fais attention au micro et à l'heure. Parce qu'il y a des moyens d'agir. Le premier moyen d'agir, c'est connaître la stratégie de l'agresseur. La stratégie de l'agresseur a été conceptualisée par une association qui s'appelle Collectif féministe contre le viol, qui depuis 40 ans accueille les témoignages et les demandes d'aide d'hommes et de femmes victimes de viol. Et en écoutant toutes ces victimes, elles se sont dit, chaque histoire est particulière, et en même temps c'est toujours pareil. Ce qu'elles ont appelé la stratégie de l'agresseur. Il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il dévalorise sa victime, il impose le silence, il inverse la culpabilité, il recherche des alliés, c'est-à-dire nous, il assure son impunité. Parce que l'agresseur cherche deux choses, passer à l'acte, dans l'impunité. Intuitivement, il isole, il impose le silence. Les enfants victimes d'inceste se dessinent souvent sans bouche. Une psychologue, Linda Trommele, avec qui je travaille, dit l'agresseur, il remplace l'interdit de la violence par l'interdit de la parole. Et quand on connaît la stratégie de l'agresseur, on peut construire une stratégie de protection. Il isole, je crée un réseau. Il dévalorise, je respecte les choix de la victime et je la prends en considération.
J'en fais pas un objet de protection. Je la respecte, j'en fais un sujet de protection. Il inverse la culpabilité, je remets la loi à sa place. Il y a un des membres de la Civise qui était victime d'inceste fraternel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous les frères font comme ça ». Mais t'inquiète pas, moi je te fais ça, tous les frères font comme ça. Alors il faut remettre la loi à sa place. Et puis il y a une autre clé de protection qui s'appelle le repérage par le questionnement systématique. Parce qu'on ne sait pas. Alors, c'est plutôt pour les professionnels de l'enfance, les professionnels des métiers de l'aide. Il y a peut-être des enseignants parmi vous, des avocates, des éducateurs, des assistantes sociales. C'est une posture professionnelle. C'est poser la question à tous les enfants, à tous les adultes aussi. J'ai rencontré il y a quelques jours, on auditionne des experts à la Civise évidemment, et puis on a rencontré une pédopsychiatre qui est spécialiste de la clinique des tout-petits. Et elle dit aux enfants, tu sais, moi je suis le docteur des soucis. Si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Moi je disais, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Alors si l'enfant vous dit oui, hier Jonathan il m'a pris mon ballon dans la récré, il m'a tiré les cheveux, vous soufflez. L'enfant victime, la femme victime de violence conjugale, vous dira peut-être pas oui, mais ils savent qu'ils pourront vous le dire. Vous connaissez peut-être la docteure Céline Gréco-Raphaël, qui a écrit un livre qui s'appelle La démesure, soumise à la violence d'un père. La démesure parce que les violences qu'elle subissait, elle, avaient pour prétexte l'étude du piano. Elle, c'est une médecin protectrice qui analysait son enfance. Puis un jour, il y a une CPE ou une infirmière qui l'attend à la sortie de la classe au collège, qui lui pose la question des violences. Elle écrit « À partir de cet instant, je suis devenue invincible. Parce que j'étais plus seule. » Alors vous voulez organiser cette capacité de contribuer à l'invincibilité des enfants et des adultes qui vivent des violences extrêmes. Et ça m'inspire un très profond respect. Une des clés, c'est de ne pas être seul et d'avoir des recours professionnels. Même pour les professionnels, nos premières préconisations, c'est cellule de soutien pour les professionnels. Parce que quand on est médecin dans son cabinet et qu'il y a un enfant qui révèle des violences sexuelles et qu'on risque, si on fait un signalement, d'être sanctionné par le Conseil de l'ordre, injonction paradoxale, on a préconisé l'obligation de signalement pour les médecins et l'interdiction des poursuites disciplinaires contre les médecins. La société ne peut pas fonctionner par des injonctions paradoxales. On a dit qu'il faut une cellule de soutien pour les professionnels. Il faut pouvoir téléphoner et avoir une consoeur, un policier, un juriste, une assistante sociale qui vont aider le professionnel. Et puis je ne veux pas être trop long, j'arrête. Une dernière chose que je voudrais vous dire, puisque vous réfléchissez à finalement la manière de sécuriser les espaces dont vous vous estimez responsables collectivement. La question est, qui a accès au corps de l'enfant? Moi, en audience, j'ai un pouvoir extrême. Je suis même titulaire du monopole de la violence légitime. Mais je n'ai pas accès au corps de l'enfant.
une question à laquelle il faut apporter une réponse sûre. Et qui a accès au corps de l'enfant? Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop dur, hein, mais merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Édouard. Ceux qui liront ton livre verront, je ne sais pas si on entend le micro, oui, que tu es un adepte du réel. Tu cites la phrase de Peggy, là, il ne s'agit pas seulement de voir, il faut voir ce que l'on voit. Voilà. Alors je pense que la séance de ce soir, c'est une séance où on s'approche du réel, alors d'un réel qui fait peur, qui fait reculer, certes, mais tu nous aides à le nommer, à le voir, à entendre ce que tu as très bien dit, qui est de l'ordre de l'impensable. Voilà. Moi, je peux parler de mon champ professionnel, puisque apprenti d'auteuil, je m'occupe de protection de l'enfance, et je vois bien, même des professionnels peuvent ne pas penser cet impensable. Voilà. Et c'est très très surprenant, et c'est dénué d'intention. En revanche, manque l'intention de voir ce qu'on voit. Et ça, c'est voilà. Mais c'est effectivement éprouvant. Mais voilà, on sait que ce chemin qu'on a tracé devant nous est un chemin d'épreuves. Et en plus, éventuellement, il renvoie à des épreuves qu'on connaît chez nous, autour de nous, et qui sont sans doute présents ici ce soir. Et c'est important aussi de l'avoir en tête. Voilà. Maintenant, on va un peu souffler en prenant ces magnifiques post-it. Donc, je rappelle la consigne. En rose, ce qu'on retient, ce qu'on a compris, ce qu'il est important de retenir. Voilà. N'oubliez pas, tout ça, c'est du stock pour plus tard. Et sur le vert, voilà, que faire? Agir, prévenir. Voilà. On est plus dans l'ordre de l'action. Et il n'y a pas de restriction. On ne cherche pas le consensus. Tous les avis sont bons. Ce qui compte, au contraire, c'est vraiment de l'expression pour qu'on puisse analyser toute cette richesse et en faire quelque chose. Encore une fois, ça sera la dernière séance, peut-être la plus difficile, mais ça sera la dernière séance qu'on aura ensemble au mois de juin 2023. Voilà. On a une dizaine de minutes maintenant. Désolé, je voudrais dire, parce que c'est évidemment, Nicolas Truel me rappelle aussi la question de la prévention. Je voudrais juste vous dire une autre phrase du docteur Maurice Berger. Donc ce sera sur les post-it verts. Il dit, il y a un moment dans la vie des êtres humains. Ce moment, c'est le jour anniversaire des 7 ans, où on dit à un enfant, si un inconnu dans la rue te dit « Viens dans ma voiture, je vais te donner des bonbons », tu dois lui dire non. Jusqu'à ce jour, depuis son enfance, on ne lui a appris qu'une seule chose, à dire oui. Donc il ne s'agit pas de mettre sur les épaules de l'enfant la responsabilité de dire non à un grand qui lui fait peur, mais de l'apprendre, de lui apprendre la limite entre l'intime et le non-intime. Et de dire qu'il a le droit de dire qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Si vous voulez, merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, merci beaucoup. On a du travail et de la matière. On vous propose donc de passer aux questions-réponses. À tout hasard, la France mène 4-1. Voilà, pour ceux qui... Voilà, c'est pour... Tout n'est pas perdu. Voilà, on peut y croire encore. Non, parce qu'on a commencé 0-1, et puis, etc. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse pour ceux qui ont fait le sacrifice du match d'ouverture. Voilà, pour la France. Donc, je propose de passer aux questions. Est-ce qu'il y a une première question? Voilà, très bien.
Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui justifie ce comportement chez l'adulte et comment peut-on le prévenir? Merci, monsieur, de cette question très importante. Oui, merci de cette question très importante. Il se pourrait que dans la manière d'appréhender le passage à l'acte, il puisse aussi y avoir ce que j'appelle des bonnes planques. Et c'est pour ça que la question est très importante. S'agissant de la pédocriminalité, que désormais on appelle pédocriminalité et qu'on a longtemps appelé pédophilie, vous savez que il existe dans les manuels de psychiatrie la pédophilie qui est classée comme une paraphilie. Alors il y a peut-être des psychiatres dans la salle, moi je ne suis pas psychiatre, donc je parle sous leur contrôle. Et la pédophilie est l'attirance sexuelle exclusive pour les enfants prépubères. Et qui, je crois, se fixe au moment de l'adolescence, peut se fixer au moment de l'adolescence. Or, la très grande majorité des pédocriminels ne sont pas pédophiles. Ce sont des hommes mariés. Ce qui me fait dire, et c'est pour moi le plus structurant, qu'il faut toujours penser la violence comme un instrument pour obtenir le pouvoir sur l'autre. Tout passage à l'acte violent, quel qu'il soit, violence conjugale, violence sexuelle contre les enfants, violence physique, économique, administrative, psychologique, sexuelle, harcèlement au travail, c'est « je ne m'interdis pas cet acte et je prends le pouvoir sur l'autre ». La violence, c'est toujours réduire l'autre à son corps. Et puisque j'évoque la question de la paraphilie et de la psychiatrie, il y a une autre chose qui est extrêmement structurante pour moi comme juge, c'est que la violence, c'est toujours un choix. Sauf dans des cas rarissimes. Je ne suis sûrement pas le seul juriste dans l'assistance. Les cas rarissimes d'irresponsabilité pénale pour abolition du discernement. Mais c'est rarissime. Et parce que la seule raison pour laquelle une juridiction pénale peut déclarer un être humain coupable, c'est que l'acte commis résulte d'un choix. Si c'est un choix, c'est qu'il est possible de ne pas être violent. Et le pouvoir passe aussi par le sexuel. Il y a des proverbes, comme celui qui a planté le pommier peut manger la première pomme. Ce qui veut dire tu m'appartiens. Et la violence, c'est toujours tu m'appartiens. On a aussi une réalité, mais qui peut devenir une bonne planque, qui est que parmi les agresseurs, les violents conjugaux, les violents sexuels, il y a des enfants victimes. Et ça devient une bonne planque quand c'est, comme le dit quelqu'un que vous connaissez sans doute ici, un psychologue qui est aussi prêtre, Stéphane Joulin, spécialiste de la clinique des agresseurs sexuels, le mythe du cercle de l'abus. Le mythe du cercle de l'abus. L'agressé devient agresseur. Car en réalité, il n'y a pas plus de 30 à 35% des hommes victimes dans l'enfance qui deviennent agresseurs.
Donc je n'ai pas la réponse à votre question, la réponse précise. Qu'est-ce qui explique le passage à l'acte? Je pense que la réponse la plus éclairante est « tu m'appartiens », le pouvoir. Je rebondis sur cette question en me disant que, ou en me demandant si les pédocriminels, c'est pas une forme de maladie. Et voilà. Et à ce moment-là, quelle conclusion en tirez-vous lors d'une audience? Alors, j'ajoute, oui, c'est une maladie si le pédocriminel est pédophile. La pédophilie est, sous le contrôle des spécialistes dans la salle, référencée comme une paraphilie dans le manuel international des pathologies psychiatriques. Le fait que ce soit une maladie n'enlève pas la part de choix, premièrement. Et deuxièmement, la plupart des pédocriminels ne présentent pas cette paraphilie qu'est l'attirance sexuelle exclusive pour les enfants prépubères. Et troisième point, ça amènerait ce qui est pour moi un sujet qui me préoccupe beaucoup actuellement dans mes activités à la Civise, une question de prévention sur le repérage de la fixation de cette attirance. Moi, j'ai jugé, j'ai condamné, j'ai emprisonné des enfants violeurs. Et comme le prévoit la loi, j'ai ordonné une expertise psychiatrique à chaque fois que j'ai jugé un enfant violeur. Et figurez-vous que jamais, je dis bien jamais, ni le psychiatre, ni moi, ni personne ne s'est jamais posé la question de l'attirance sexuelle de cet enfant violeur. Enfin, il y a des traits de personnalité chez les agresseurs. C'est vrai. Et notamment, il est consensuel chez les violents conjugaux, par exemple. Et je profite de l'occasion pour en dire un mot, je n'ai pas assez parlé de violence conjugale. Il est consensuel de dire qu'il y a des traits de personnalité chez les violents conjugaux. Immaturité, intolérance à la frustration, angoisse d'anéantissement, défaut d'empathie, déficit de tolérance des périodes d'autonomisation de l'autre, imprévisibilité, éventuellement tonalité perverse. Je ne parle pas assez fort. Et ces traits de personnalité, comme un psychologue l'avait écrit, ne déterminent pas la conduite. Ils permettent de repérer des choses, et d'être dans la prévention d'ailleurs, sans abolir la dimension du choix du passage à l'acte. Voilà, j'espère répondre aussi précisément que possible. Moi, je réponds à vos questions en tant que juge, avec quelques éclairages dans les domaines frontaliers des miens, pour travailler beaucoup avec des psychologues ou des psychiatres, sans évidemment que je m'autorise à empiéter sur leurs compétences. Puis-je répondre rapidement à une question que j'ai vue sur une question qui a été posée sur la majorité sexuelle, et qui est une excellente question. Je voudrais en dire un mot. Pourquoi les parlementaires ont-ils adopté une majorité sexuelle à 18 ans? Alors c'est une troisième question excellente, parce que la question est pourquoi a-t-on adopté une majorité sexuelle à 18 ans?
Écoutez, j'ai la question sous les yeux. La question, c'est 18 ans. Alors, mais je réponds. Et tout le monde a tort. Il y a une idée que vous avez peut-être déjà entendue, c'est la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Pas 16 d'ailleurs, 15. On dit la majorité, vous êtes d'accord? Vous avez déjà entendu ça? La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Effectivement, il y a une infraction qui existe toujours dans le code pénal qui s'appelle l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, qui incrimine le fait pour un majeur d'avoir un rapport sexuel avec un enfant de 0 à 14 ans accompli, sans violence, contrainte, menace, surprise. Et l'atteinte sexuelle, c'est de dire quand un adulte a un rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, même sans violence, même sans contrainte, même sans menace, même sans surprise, c'est interdit, c'est une infraction. On en a déduit que la majorité sexuelle était à 15 ans. Et je pense que c'est une idée perverse. La majorité, c'est 18 ans. Et je ne vois pas pourquoi les parents seraient responsables de l'éducation et de la protection de leurs enfants pour leurs études, leurs desserts, leur fréquentation, leurs vêtements, etc., etc., etc. Mais que sur un sujet aussi essentiel que la sexualité, à partir de 15 ans, il n'est plus rien à dire. Si la réponse qu'il donne est dangereuse, alors on me fait intervenir. Mais la majorité, c'est 18 ans. Et vous vous souvenez peut-être, d'autant plus que le procès a eu lieu il y a quelques jours. En 2017, il y a eu une affaire qui a beaucoup heurté l'opinion publique, qu'on a appelée l'affaire de Pontoise. Une fillette de 11 ans, un homme de 29 ans, si ma mémoire est bonne, une fellation dans un local poubelle. L'agresseur a dit, comme tous les agresseurs, elle était consentante, je ne connaissais pas son âge. 11 ans. Alors on a dit à la petite pendant l'enquête, mais est-ce que tu as dit oui, est-ce que tu as dit non? Ah, tu as dit non, mais est-ce que tu as crié? Pourquoi tu n'as pas crié? C'était ça, est-ce qu'elle était consentante ou pas? Et nous sommes nombreux à avoir dit, il est inacceptable de se poser la question du consentement jusqu'à un certain seuil d'âge. Et j'étais membre du Haut Conseil à l'égalité avec ma collègue Ernestine Renet. Nous présidions la commission violence. Nous avons dit il faut fixer un seuil d'âge. En deçà d'un certain seuil d'âge, tout acte sexuel d'un adulte doit être considéré comme un viol, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise ou pas. Et ce seuil d'âge a été... Les gardiens du temple, je peux vous dire, ont dit vous allez faire s'écrouler l'état de droit. Parce que les gardiens du temple disent toujours ça. Et c'est la loi du 21 avril 2021 qui a modifié le code pénal en disant à chaque fois qu'un majeur commet un acte sexuel contre un enfant de moins de 15 ans, c'est un viol ou une agression sexuelle. Dans les cas d'inceste, le seuil d'âge est fixé à 18 ans. Il y a... Non, je ne dis rien. Alors, ce qui est contenu dans la question, sans doute, c'est ce que l'écrivaine Christine Angot avait dit, vous vous en souvenez peut-être, mais si le seuil d'âge est fixé à 18 ans, ça veut dire qu'au-delà de 18 ans, c'est autorisé. Et nous y réfléchissons. C'est une loi sur le mode de preuve. Dans l'inceste, si l'enfant est un enfant, moins de 18 ans, c'est un viol. En fait, ce qu'il faut arriver à fixer dans la loi, le plus précisément possible, c'est le rapport d'asymétrie, de pouvoir. Et il est évident qu'entre un père et une fille, ou un fils, même au-delà de la majorité, il y a toujours une asymétrie. Et que par ailleurs, les violences sexuelles ont commencé pendant la minorité de l'enfant. Voilà, donc j'espère répondre précisément à cette question qui a été posée par écrit.
aussi une question par rapport au mythe du cercle de l'abus. J'ai pas bien compris ce que vous disiez. Et il n'en demeure pas moins que c'est une vraie source de souffrance. Je veux dire, la personne qui a été abusée souffre réellement de cette crainte. Même si c'est pour autant un mythe, la souffrance est réelle. Oui, vous avez raison. Merci, madame, de me faire préciser des choses sur la souffrance. Moi, je ne juge pas mes semblables, je juge leurs actes. Et le mythe du cercle de l'abus signifie il ne faut pas penser qu'une victime devient agresseur et que tout agresseur est d'abord une victime, parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Un agresseur est quelqu'un qui n'a pas été victime, qui fait le choix de la violence dans tous les cas. Je ne sais pas s'il y a une souffrance. Je le reconnais humblement. Je ne le sais pas. Et je reconnais tout aussi humblement que ce n'est pas la question que je me pose. Je pense que ce que la société a du mal à prendre en compte, c'est la souffrance des victimes. Je ne veux pas les opposer, mais je pense que l'urgence sociale est vraiment là. Et de toujours avancer au rythme des victimes et pas au rythme des agresseurs. Ensuite, votre question me fait penser à autre chose qui est très important aussi, que des psychiatres nous disent et que des victimes qui témoignent à la Civis nous disent aussi, sur la souffrance. C'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, que vous ne confondez pas dans votre question. C'est que une personne qui a été victime de violences sexuelles, et c'est une des raisons pour lesquelles ces personnes parfois ne supportent même pas l'idée de devenir parents. C'est que ces personnes vont avoir des images dans la tête de viols d'enfants. Et ça, c'est pas la souffrance de l'agresseur. C'est, et je ne parle pas d'agresseur, là je parle de victime, ce sont des symptômes de l'état de stress post-traumatique. Voilà. Vous voyez ? Et donc, en effet, les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, et notamment de violences sexuelles dans leur enfance, vont avoir, le mot que j'utilise est mal choisi et je prie les spécialistes de m'en excuser, des remontées d'images de violences sexuelles qui vont les faire se dire « mais j'ai des fantasmes de viol d'enfants », alors que ce n'est pas eux, c'est l'image des scènes de violence qui remonte. Et là, on ne parle pas d'agresseur, évidemment. J'espère, parce que là, je suis aux frontières pour moi, et donc j'espère avoir répondu aussi précisément que possible. Merci de m'avoir permis d'évoquer ça. Quelle inspiration pour la France vous tirez de l'exemple espagnol, où j'ai compris qu'avec une politique publique assez ample, le nombre des féminicides avait été divisé par 2 en un laps de temps assez court. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour agir en France ? Merci monsieur. Vous avez raison, l'Espagne est un pays dont la législation est inspiratrice sur le plan de la caractérisation des violences sexuelles et de la protection des femmes victimes de violences conjugales. D'ailleurs, il y a des dispositifs qui ont d'ores et déjà été mis en place en France, notamment par l'initiative d'Ernestine Renet, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme l'ordonnance de protection. Il y a un budget considérable qui est mis en place et finalement toute une réflexion sur le fonctionnement, notamment de l'autorité judiciaire, pour mieux protéger les victimes. Ce sont des exemples à suivre. Nous, actuellement, les grands chantiers, c'est juridiction spécialisée ou pas juridiction spécialisée. Et puis, toutes les mesures. Au fond, que veut dire protéger ? Protéger veut dire anticiper le risque. Et
Enfin, c'est comme ça que moi, je pense mon rôle de juge des enfants. Ce n'est pas d'attendre que l'enfant soit victime devant moi, c'est de le protéger avant avec les signes dont je dispose. Et on en a. Alors la législation espagnole est inspiratrice. Et je suis d'accord avec vous si vous pensez aussi que c'est une bonne idée sur le fait que c'est important d'arriver à adopter ce que moi j'appelle une législation plus impérative. C'est-à-dire, c'est bizarre pour un juge, mais qui limite le pouvoir d'appréciation des professionnels. Le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, malheureusement, c'est bien souvent l'arbitraire souverain. Il y a une loi, la loi doit être claire, et la loi ne doit plus consentir à ne pas être appliquée. Par exemple, il y a un exemple que je vous donne, moi, depuis 15 ans je dis ça, quand il y a une condamnation pour inceste, la loi doit prévoir le retrait d'autorité parentale. C'est anormal qu'on laisse l'autorité parentale à un père incestueux. Mais les juges ont déjà l'article 378 dans le Code civil pour le faire. Ils ne le font pas. Puisqu'ils ne le font pas, il faut que ce soit écrit dans la loi. Peut-être une question, parce que tu as passé peut-être un peu vite sur la présomption d'innocence. Parce que quand on a entendu ici, notamment la réception du rapport de la SIAZ, parce qu'il y a eu toute une soirée de la paroisse là-dessus, la question de mais faut-il les croire? Doit-on les croire? Voilà. Où est la présomption d'innocence? Y a-t-il des enfants qui affabulent? Voilà. Je pense que c'est important qu'on vienne sur cette question. Merci beaucoup. Pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est clair. Il faut croire l'enfant qui révèle des violences. Il faut croire une femme qui révèle des violences conjugales. Point. Un enfant qui révèle des violences et qui perçoit dans l'attitude de la personne à qui il parle, parce que cette personne se gratte l'oreille, regarde sa montre, cligne des yeux, qui perçoit qu'il n'est pas cru, risque un effondrement psychique. Un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Je vous avais parlé de cet enfant dont j'étais responsable. J'ai lu dans ses yeux qui me disait « Je pensais que tu étais là pour me protéger ». Et parce que le risque réel que nous courons et que nous consentons à courir n'est pas d'inventer, de surinterpréter des révélations de violence. Le risque réel que nous courons est de laisser passer sous nos yeux des enfants victimes, des femmes victimes de violences conjugales, sans les protéger. Et c'est comme ça que la protection de l'enfance a avancé dans l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu un enfant tué, on s'est aperçu qu'il allait à l'école, qu'il allait chez le médecin, qu'il allait partout, chez le juge. Et la quatrième raison, c'est que le risque d'être manipulé est extrêmement faible. Et c'est documenté dans la littérature scientifique. Et pourtant, ce qui nous retient, c'est le risque d'être manipulé, alors qu'il est documenté que ce risque est quasiment nul. Par exemple, sur 7672 signalements de maltraitance sur enfants, on trouve
trouve 2 fausses accusations de violence sexuelle contre un père qui n'avait pas la garde de l'enfant, par exemple. 2 sur 7672. Et au nom de ce 2, qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque d'envoyer un enfant chez son violeur. Et ce risque, nous le supportons. C'est ce qu'un philosophe, Marc Crépon, appelle le consentement meurtrier passif. Alors moi, je suis juge des enfants, donc je suis plutôt le juge de la protection, pas le juge du pénal. Dans les affaires de violence contre les enfants, j'entends. Il m'arrivait de maintenir des placements alors qu'il y avait eu des non-lieux, des acquittements, des relax. Je disais, je ne renvoie pas l'enfant. La question est, à qui faisons-nous courir le risque? Peut-être post-it vert dans votre organisation. Qui court le risque? À chaque fois que la réponse est l'enfant, c'est que la réponse est mauvaise. Et vous remarquerez que on s'est ingénié à construire ce qu'avec d'autres j'appelle des discours anti-victimaires. Je me permets de vous dire que le très célèbre Oedipe est un enfant victime de violence. Et pas du tout un enfant qui a voulu avoir un rapport sexuel avec sa mère. Et que sur cette histoire, on est passé de la théorie du trauma à la théorie de la séduction. Et qu'on a inventé, il y a des thèses de médecine, les théories sur l'enfant menteur, l'enfant corrupteur. Alors que pendant très longtemps jusque-là, on était capable de se dire que si un enfant avait ces mots-là dans la bouche, c'est qu'il l'avait vécu. Et aujourd'hui, le concept anti-victimaire, pour toutes les violences de la famille, c'est le concept d'aliénation parentale. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Un psychiatre américain, à la fin des années 80, qui disait, dans les divorces compliqués, la mère, elle lave le cerveau de l'enfant pour que l'enfant refuse de voir son père. Et il dit même textuellement, j'ai vu ça, on m'a montré un jour une de ses interviews, il dit, si un enfant dit à sa mère, papa me viole, la mère doit gifler son enfant et lui dire, ne parle pas comme ça de ton père. Si elle ne fait pas ça, et si elle ne cesse pas d'alerter les services de protection, il faut la mettre en prison. Et vous comprenez pourquoi les 160 000 enfants victimes chaque année, ils sont invisibles? Parce que la réalité, c'est que ça marche. C'est que ces femmes, elles sont réellement en prison. Il y a le cas actuellement, là, par exemple. C'est notre premier avis de la Civis, 27 octobre 2021, c'était sur ce problème. La question, c'est qui voulons-nous protéger? Si ce sont les enfants, il faut que ça se voit. Il est tard, donc peut-être je donne la parole à une dernière question. François ? Merci pour votre intervention et son autorité, il ne faut pas dire puissance. On parle d'une situation dont on voit qu'elle remonte à des dizaines d'années.
aujourd'hui, il y a quand même un outil nouveau, le numérique, qui arrive. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être un accélérateur de déviation? Parce que quand on voit dans le parcours que vous indiquiez tout à l'heure, le numérique, si je puis dire, décuple plein de causes. Premièrement. Et deuxièmement, comment essayer de s'en servir, puisque c'est un outil qui est là, et en tant que parent, on voit comment l'éducation change complètement. Comment essayer de l'apprivoiser, de faire ce qu'on peut pour en faire un atout plutôt que de labourer la mer, parce qu'il y a des gens de par le monde qui peuvent venir impacter jusque directement dans le domaine privé, comme on dit, sans que vous le sachiez. Oui, c'est une excellente question. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Les agresseurs utilisent tous les moyens, y compris les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut dire quasiment, plus aucun viol, plus aucune agression sexuelle ne sont commis sans dimension nouvelle technologie. Le système pédocriminel fonctionne sur le troc, donc par l'échange de vidéos ou d'images. Et donc, même les agresseurs dont j'ai parlé, y compris dans l'inceste, dans la famille, les pères vont prendre en photo les viols pour ensuite aller échanger ces images sur les réseaux pédocriminels sur le Darknet. Je crois que l'occurrence mineure de 15 ans est l'une des plus recherchées sur les sites pornographiques. Alors que là, ils essayent de faire de la prévention et tout d'un coup, il y a une image, enfin pas une image, mais un panneau qui s'affiche. Vous cherchez à visualiser un contenu illégal. Vous pouvez téléphoner au numéro Stop Violence Sexuelle. Il y a une augmentation faramineuse de ce qu'on appelle le grooming et la sextorsion. Le grooming est une augmentation de 3000%. Hein. C'est mettre un enfant dans ses filets par la séduction, en se faisant passer pour un autre enfant, dans le but d'obtenir des images et puis ensuite des rencontres pour des viols. Et la sextorsion, donne-moi une image de toi dénudé, etc., etc. Et que ces images ne disparaissent jamais d'Internet. 50% des images, des contenus sont produits par les enfants eux-mêmes sans contrainte. Vous voyez, c'est mon téléphone portable. Et puis je me mets... Enfin voilà. Les enfants produisent ça, ils mettent ça sur Internet, ils mettent ça sur leur réseau, etc., etc. Et les pédocriminels en font l'usage que vous imaginez. Et qu'il existe ce qu'on appelle aujourd'hui les viols en live streaming, qu'il est possible de commander et d'acheter pour des sommes 10, 20, 50 euros un viol d'enfant en direct sur Internet. Je suis allé voir le service spécialisé en France de police, cybercriminalité. Fait un travail absolument remarquable, évidemment. En Angleterre, pour 60 millions d'habitants, ils sont 350 policiers spécialisés. Aux Pays-Bas, pour 15 millions d'habitants, ils sont 120, 150. En France, ils sont 30.
Et le nombre de policiers ou de gendarmes spécialisés a un effet direct sur le nombre d'enfants identifiés. Les policiers que j'ai rencontrés ont pu expliquer que sur Internet, ils ont vu le visage d'enfants, ils ont pu identifier un enfant qui était séquestré, si ma mémoire est bonne, dans un bunker en Russie. Et avec les autorités locales, faire en sorte d'aller sauver cet enfant. Plus ils sont nombreux, plus ils mettent un nom sur un enfant. Nous, on dit, on en paye 30. Enfin, moi, je dis ça, avec mes impôts. Nous, on est prêt à 30. Donc évidemment, ça va nous coûter de l'argent. Je rebondis sur une question que me pose votre question très pertinente. Tout ça va nous coûter de l'argent. À la Civis, on veut faire un parcours de soins pour les victimes. Un parcours de soins spécialisé en psychotrauma. Remboursé. Solidarité nationale. C'est la moindre des choses. Il y a des victimes qui sont ruinés par les soins. Il y a des parents qui ne peuvent pas financer les soins pour leurs enfants. Il faut payer. Ça coûtera toujours moins cher que l'impunité des agresseurs. Donc oui, il faut vraiment éveiller les enfants à l'usage des nouvelles technologies. Et je me permets deux petites infos. Moi, je suis un peu 20e siècle. Je ne suis pas très bon en nouvelles technologies. Mais je peux dire que pas d'écran avant 6 ans. Point. Un Walt Disney de temps en temps. Ce sont les pédopsychiatres spécialisés qui m'ont dit ça. Je vous répète, je ne suis pas spécialiste. En revanche, lire des histoires avec une morale à la fin de l'histoire et chanter des berceuses, lire des histoires même quand l'enfant est dans son berceau, parce qu'il comprend quand même, ça par contre, pour le développement de l'enfant, on n'a jamais trouvé mieux. Donc, pas d'écran, des contes avec une morale. Ça forge l'esprit déductif. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Édouard. Avant de vous libérer, donc je vous rappelle que les ouvrages sont en vente à la sortie, ouvrages d'Édouard et puis un certain nombre d'autres que vous découvrirez. Notre prochaine rencontre, c'est donc le 15 décembre à 20h30 et on remonte le temps puisque c'est Jean-Marc Sauvé qui viendra succéder, si je puis dire, à Édouard Durand pour nous parler de la question de l'omerta, voilà, et ce que la SIAZ a mis en évidence de ces phénomènes où on ne parle pas, on ne dit pas. Voilà. Par rapport à ce que tu disais sur les questions d'éducation sexuelle, c'est la séance du mois de février où nous aurons avec Camille Sépulcre une séance sur éducation sexuelle et affective de nos enfants, des clés pour leur parler. Voilà, donc on a bien anticipé pour protéger. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Je pense que la France a gagné, donc ça sera une bonne soirée. Merci beaucoup. Juste une petite information que vous pouvez transmettre. Comme vous l'avez compris, ces conférences sont filmées. Et donc, elles sont ensuite diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse. N'hésitez pas à diffuser. Merci.